Ça, c'est une caille japonaise. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'en seulement quelques semaines, ce minuscule poussin devient capable de pondre presque tous les jours, ou de produire une carcasse repas. 17 jours d'incubation, à peine 6 à 7 semaines pour atteindre l'âge adulte, et jusqu'à 300 œufs par an pour certaines femelles, sur le papier, ça ressemble presque à l'élevage parfait. La caille commence à devenir un oiseau populaire en élevage. Pourquoi ? Entre sa croissance très rapide, une ponte massive pouvant atteindre jusqu'à 300 œufs par an sur certaines souches, une surface faible nécessaire et une rentabilité potentiellement comprise entre 2,5 à 3,5 kg d'aliments pour 1 kg de viande, donc plus performante que le poulet, séduisent beaucoup d'éleveurs. Maintenant en élevage, il faut comprendre quelque chose. C'est que notre souche de départ influence énormément notre succès. Il existe deux grands types de sélection. Les cailles de ponte et les cailles de chair. Et la différence est énorme. Les cailles de ponte ont été sélectionnées pour produire donc un maximum d'œufs. Elles sont plus légères, plus nerveuses et consomment un peu moins d'aliments. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les petits élevages familiaux, même si ça a tendance à changer au profit des cailles de chair. Contrairement aux variétés de chair, les cailles pondeuses pèsent généralement entre 150 et 250 grammes et peuvent pondre jusqu'à 300 œufs par an. A l'inverse, les cailles de chair ont été sélectionnées pour grossir vite et produire davantage de viande. Elles sont plus lourdes, plus massives et avec une poitrine plus développée et une croissance beaucoup plus rapide. En seulement quelques semaines, elles atteignent déjà leur poids d'abattage. Une caille du Texas, par exemple, pèse entre 350 et 500 grammes avec un plumage blanc. Une caille jumbo entre 350 et 450 grammes et elle sera brun sauvage tacheté. Lorsqu'on est en élevage plutôt industriel ou de commercialisation, on privilégie généralement la couleur blanche. Pourquoi ? Car il laisse une carcasse qui est impeccable. Lorsqu'on a un plumage blanc, les canons, donc ces petits bouts de plumes qui restent parfois implantés dans la peau lors de la plumaison, ne sont pas visibles, ce qui nous permet d'avoir une carcasse qui reste claire, nette et plus attrayante pour le consommateur. L'avantage de la forme sauvage, brun pharaon, c'est qu'elle est plus colorée et donc elle a un meilleur dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que les femelles sont beaucoup plus identifiables et les mâles également, avec une différence au niveau du poitrail, où le mâle a une poitrine qui est rousse unie et la femelle une poitrine claire tachetée de noir. Chez les cailles blanches, le sexage visuel est impossible, il faut attendre la maturité sexuelle de 6 à 7 semaines pour les sexer en pressant sur le cloaque. Choisir la bonne variété qui correspond à vos objectifs change beaucoup de choses dans la gestion de l'élevage. Les besoins alimentaires sont pas les mêmes, les densités non plus, et même le comportement peut être différent. Une caille de chair mange davantage, salit plus et demande souvent un peu plus de gestion intensive. Il existe aussi des souches intermédiaires, mais je vous ne les recommande pas. Généralement, c'est des hybrides et c'est plus compliqué à trouver de toute façon. Personnellement, j'ai choisi de la jumbo et de la blanche lourde. La race la plus connue et probablement la plus utilisée au monde, c'est la caille du Japon de type sauvage, aussi appelée pharaon. C'est un peu la base historique de l'élevage moderne de caille, elle est robuste, productive, peu compliquée à nourrir, très facile au niveau de la consommation d'aliments. Il y a aussi la caille Isabelle, qui est parfois appelée manchourie, elle possède un plumage plutôt blond doré, très esthétique, tout en gardant quasiment les mêmes performances de ponte que la sauvage. Ensuite, on retrouve toujours des variétés encore plus décoratives, comme la tuxedo, qui est reconnaissable à son ventre blanc, son dos sombre, mais elle est surtout appréciée pour son apparence, même si elle reste une pondeuse relativement correcte. Même chose pour la caille écaillée, etc., etc. Mais lorsqu'on parle de production de viande, on change complètement de catégorie. La référence en chair, c'est souvent la caille du Texas, très compliquée à trouver en France, aussi appelée Texas A et M. Cette souche est blanche et elle a été sélectionnée presque exclusivement pour produire de la viande. Elle est très lourde, beaucoup plus massive, on va jusqu'à 500 grammes voire plus. Très proche, on retrouve les jumbo, ce sont nos cailles les plus communes, faciles à trouver en France. Ce sont des cailles qui sont extrêmement rapides de croissance et peuvent produire une carcasse très charnue en 6 semaines seulement. Il existe souvent la couleur sauvage, même si ça existe aussi en doré ou en fauve. Et après, vous avez tout ce qui est les souches dites polyvalentes, donc certaines lignées fermières du type C55. Ici, l'idée c'était d'avoir une bonne croissance tout en conservant une bonne ponte, mais là, voilà, c'est pas très intéressant pour moi. Une autre étape importante qui va déterminer un peu la suite de votre aventure dans l'élevage de caille, c'est où est-ce que vous allez acheter vos reproducteurs. Donc avant d'acheter, il vaut mieux poser pas mal de questions et voir s'il y a des petits trucs qui sont pas très logiques, parce qu'en élevage, la qualité de votre groupe de départ, il change absolument tout. Bon, maintenant que vous savez comment sélectionner votre souche de départ, la grande question, c'est quelle structure vous souhaitez installer. Est-ce que vous préférez partir sur une cage, sur une volière? Comment on fait la différence et quels sont les avantages et inconvénients de chacune des deux méthodes? Alors les cages sont très utilisées dans les élevages intensifs ou semi-professionnels parce qu'elles permettent de contrôler énormément de paramètres. Les œufs restent propres, le ramassage est rapide, la consommation d'aliments est plus facile à suivre et surtout vos reproducteurs sont mieux organisés. Ça permet aussi d'éviter certains problèmes sanitaires liés à l'humidité et au contact avec les fientes. Autre avantage énorme, au niveau de la fertilité. Ce sont des petits groupes donc, qui sont contrôlés, donc les mâles fatiguent moins les femelles, et les résultats en reproduction sont souvent bien meilleurs.
Pour quelqu'un qui veut produire beaucoup d'œufs à couver ou sélectionner précisément ses lignées, les cages sont extrêmement pratiques. Mais il y a aussi des inconvénients importants. Les cailles ont moins d'espace, moins de comportement naturel, plus de stress, de l'agressivité, si la densité est mal gérée encore plus, et une mauvaise cage trop petite ou mal ventilée peut rapidement devenir catastrophique. Alors que les volières offrent un environnement super naturel, les cailles peuvent courir, gratter le sol, prendre des bains de poussière, exprimer davantage de comportements instinctifs, et visuellement c'est beaucoup plus agréable pour vous. Les animaux sont plus calmes, on a moins de stress chronique, surtout quand l'espace est suffisant, mais ce système, il apporte d'autres difficultés. Les œufs sont pondus un peu partout, donc parfois c'est caché, compliqué à trouver. Les risques sanitaires liés à l'humidité augmentent, surtout sur la laitière. La gestion des groupes devient très compliquée. Et il faut aussi savoir que les cailles ont un réflexe très particulier. Lorsqu'elles paniquent, elles décollent brutalement à la verticale. Et dans une volière mal conçue, elles peuvent littéralement se fracasser contre le plafond ou les murs. Et c'est pour ça que beaucoup d'éleveurs utilisent soit des plafonds assez hauts, soit des matériaux plus souples pour amortir les chocs. Donc au final, le meilleur système, je peux pas vraiment vous dire c'est cage ou volière, ça dépend de votre objectif principal, si la reproduction est vraiment votre priorité, la production intensive d'œufs. Mais pour moi, l'erreur la plus fréquente qu'un débutant va faire, c'est de vouloir faire trop grand, trop compliqué et surtout trop professionnel dès le départ. En réalité, le meilleur setup, c'est souvent quelque chose de très simple, facile à nettoyer et surtout facile à gérer. Ça devient très vite compliqué. Il faut savoir qu'une caille fait plus de 20 déjections par jour. Donc quand vous en avez 10, ça va, mais ça fait déjà quand même 200. Mais quand vous en avez 50 ou 100, ça commence à faire beaucoup. Donc si vous êtes en volière, ça peut vite être compliqué à nettoyer, alors qu'en cage, ce sont des tiroirs qui se rincent ou nettoient très rapidement. Moi, je serai débutant, je commencerai avec un petit groupe de reproduction, pour me rendre compte déjà de ce qui se passe, lancer mes premières incubations et faire un cycle complet. Le plus important, c'est quand même votre environnement. Les cailles, elles détestent l'humidité stagnante, les courants d'air et le stress. Donc d'abord, vous devez prioriser quelque chose de sec, bien ventilé et sécurisé. Bien ventilé, ça ne veut pas dire des courants d'air, attention. Pour un débutant, moi je pense qu'une petite batterie de cage, ça peut être une idée, ou alors une volière compacte. Le sol joue une importance énorme. Sur grillage, les fientes et tombes et l'hygiène est simple, mais par contre, vous pouvez avoir des problèmes au niveau des pattes si le grillage est mal conçu. Sur litière, vous avez un comportement naturel, c'est beaucoup plus agréable même pour vous à regarder. J'avoue que les oiseaux en cage, moi, c'est pas ma passion, même si j'en ai. Il y aura aussi beaucoup plus de parasitisme en volière, ça peut compliquer les choses. Au niveau de l'alimentation et de l'eau, ça doit être accessible en permanence, surtout les abreuvoirs qui doivent être conçus pour limiter les projections d'eau. Je vous le rappelle, une litière humide est probablement l'une des principales causes de problèmes sanitaires en élevage de cailles. La lumière, vous faites un rythme stable. Trop de lumière ou une lumière trop forte, ça va augmenter l'agressivité et le cannibalisme. Attention, il faut que la lumière soit relativement diffuse. Les rats, les fouines, les chats, les renards, au moindre trou, vont faire un carnage. Donc attention à pas avoir de petites failles ou un béton facile à creuser ou par-dessous. Sinon, vos oiseaux vont passer une mauvaise nuit. Quelque chose de simple et de cohérent. Les cailles adultes sont assez résistantes au froid lorsqu'elles sont au sec et protégées du vent. En revanche, elles supportent très mal l'humidité stagnante. Une bonne ventilation, c'est un renouvellement constant de l'air sans que le flux ne souffle directement sur les animaux. Parce qu'avec les fientes, l'ammoniac s'accumule très vite dans un espace fermé et un excès d'ammoniac provoque des irritations respiratoires, du stress, une baisse de croissance et parfois des infections. La température est bien entendu critique chez les poussins, ils sont extrêmement sensibles au froid durant les premières semaines. Comme ils sont minuscules, ils ont une chaleur corporelle qui s'échappe très rapidement. Si tous les poussins sont collés en boule sous la lampe, c'est qu'ils ont froid. S'ils s'éloignent tous le plus loin possible de la chaleur, c'est qu'il fait trop chaud. Et quand la température est correcte, normalement ils doivent tous se répartir naturellement dans toute la zone d'élevage. Pour tout ce qui est de l'alimentation, je ne vais pas rallonger cette vidéo qui va être déjà plutôt très longue. Je vous invite à directement consulter ma vidéo très détaillée sur l'alimentation des cailles. Au niveau des erreurs fatales lorsqu'on débute avec les cailles, la première grosse erreur c'est la surpopulation. Les cailles elles sont petites, donc beaucoup de débutants pensent qu'on peut en mettre énormément dans peu d'espace, mais dès que la densité devient trop importante, on a un stress qui explose et avec le stress arrive très vite le cannibalisme, les blessures, les problèmes respiratoires et les mortalités. Deuxième erreur extrêmement fréquente, une mauvaise gestion de la température, surtout chez les poussins. Trop froid, ils s'écrasent les uns contre les autres et s'affaiblissent comme je vous le disais. Trop chaud, ils s'épuisent et se déshydratent. L'humidité, bien sûr, c'est un des pièges les plus fréquents, je ne cesse de le répéter, mais une litière humide combinée à de la chaleur crée des conditions parfaites pour les bactéries, les parasites et des maladies digestives, diarrhée et autres.
Beaucoup de débutants sous-estiment totalement l'importance d'un environnement sec et propre. L'utilisation d'un aliment inadapté, c'est un classique. On donne du starter, donc de l'aliment de démarrage pour poulet à des cailles, alors qu'elles ont un besoin de protéines qui est beaucoup plus élevé. Encore une erreur à ne pas faire, ça réduit grandement la croissance des animaux et les fragilise. Pour ce qui est de la conservation des œufs que vous allez incuber, vous les gardez à une température basse, mais plus haute que celle du frigo, idéalement entre 10 et 12 degrés. Pas de lumière, dans l'ombre, un maximum de 10 jours. Une fois que vous mettez tout ça en incubateur, ici moi j'ai utilisé un River avec la version Biomaster, c'est pour ça qu'il est jaune, ce qui permet d'éviter d'avoir trop d'accumulation de bactéries et autres dans l'incubateur au fur et à mesure du temps, puisque c'est un plastique qui est sous traitement. Toujours est-il que j'ai une capacité de 50 œufs de poule, 49 exactement, et presque 200 de caille, 196. Je le remplis, je fais mes programmations, 37,5 pour de la caille, c'est parfait, ça peut aller à 37,7. Pas de souci. Je remplis que la moitié des coupelles ici sur cet incubateur là et les deux au moment de l'éclosion. Entre temps je fais un mirage. Pour ce qui est du mirage, je vous invite à regarder ma vidéo sur le mirage de la caille. Et bien entendu, tout est retourné automatiquement et géré par la machine. J'ai pas pris un truc manuel, je travaille la journée. Au bout d'un peu plus de 2 semaines, la première éclosion se produit avec le premier lot entre guillemets. Vous les laissez bien sécher à l'intérieur pendant au moins 24 heures. 24-36 idéalement. Quand vous les sortez, vous leur faites bien tremper le bec dans l'éleveuse afin qu'ils puissent savoir où est l'eau. Et vous les mettez sous la lampe chauffante afin qu'ils n'attrapent pas froid. Pour tous les autres cas particuliers tels que les malformations et autres, je vous invite à regarder les vidéos de la chaîne. On a pas mal de cas, que ce soit des cas médicaux pour vos oiseaux en général, ou que ce soit des cas littéralement de malformation. En éleveuse, sur papier essuie-tout, bien entendu, vous nettoyez ça quotidiennement. Pour l'eau, on évite les noyades, donc on fait en sorte de ne pas les laisser aller dedans, déjà pour pas qu'ils se noient, mais aussi pour éviter qu'ils ne fassent leur déjection dans l'eau. Moi je trouve que c'est plutôt simple à partir du mode démarrage, et si vous avez fait les bonnes conditions et que vous avez suivi les conseils préalables, une fois que c'est fait, vous allez avoir semaine après semaine, vous allez pouvoir remonter un peu plus haut la lampe chauffante et diminuer du coup la température au sol. Une fois qu'ils sont entièrement couverts de plumes, généralement à partir de 3-4 semaines, vous pouvez couper la lampe chauffante et les passer en extérieur si tel est le cas pour vous. Je vous invite à revenir sur le début de la vidéo où on avait un petit time-lapse de la croissance des poussins en 20 jours. Lorsque les poussins atteignent 5, 6, voire 7 semaines, on commence à voir les différences entre les femelles et les mâles, soit par le comportement, soit directement par la couleur selon la variété. À ce moment-là, vous allez devoir faire votre séparation et décider quels sont les oiseaux que vous gardez en reproducteur et quels sont les oiseaux que vous allez consommer. Dans tous les cas, lorsqu'on fait de l'élevage de caille, vous n'avez pas le choix. Si vous faites vos propres incubations, vous ne pourrez pas garder tous les mâles. Je vous rappelle que le ratio est de 1 pour 5 femelles. Lorsque les poussins passent les 6 semaines, généralement ils auront un poids de 200 g à 230 g carcasse, donc c'est-à-dire vidé, plumé et nettoyé. Je vais vous faire une vidéo spécifique là-dessus. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas envie que cette vidéo se fasse striker par des gens qui n'apprécieraient pas le fait que l'on puisse tuer des animaux chez soi pour sa consommation personnelle. Avant de clôturer cette vidéo, je vais quand même vous donner quelques petites informations sur comment garder les meilleurs oiseaux. Parce qu'en élevage, chaque génération influence directement la qualité de la suivante. Et si vous gardez systématiquement un peu au hasard, le niveau du troupeau, donc de votre groupe, finit souvent par se dégrader progressivement ou du moins stagner, ce qui est un peu dommage. Donc la première chose à observer, bien sûr, c'est la santé générale, ça on l'a déjà vu. La croissance est un critère super important, surtout pour vos souches de chair. Donc comment moi je regarde ça ? Eh bien je regarde ça en pesant les animaux. Alors vous avez 2 versions possibles. Première version, vous pesez progressivement. Donc ils ont tous un numéro de bague avec un numéro, donc 1 à 7, 1 à 9, puis une autre couleur de 1 à 9, etc. etc. Bon, si vous avez beaucoup d'oiseaux, ça va vite être compliqué, mais c'est une option, et vous notez tout dans un tableur, comme ça vous prenez la courbe qui est la plus linéaire. Évitez les croissances qui ressemblent à un graphique avec des marches, c'est généralement pas super le top, il vaut mieux que la croissance soit continue. Si ça c'est pas possible, ce qui moi aussi me prend la tête, donc je vous comprendrai, je vais juste peser les oiseaux une fois le moment véridique, fatidique arrivé. Et je vais garder tous les oiseaux les plus gros, surtout bon, les femelles bien entendu, mais même pour mes plus gros mâles, je vais les garder. Autre chose à regarder, bien sûr, si vous avez des oiseaux qui sont trop agressifs, qui ont tendance à blesser vos femelles, je pense surtout aux mâles, je vous déconseille de les garder, même s'ils ont un beau potentiel génétique. Puis bon, maintenant que vous avez votre génération suivante, vous avez votre super lot de F1, comme on dirait en génétique, donc de vos enfants, de vos premiers petits de femelles, et là, vous allez commencer à vous dire, bon, avec cela, on va refaire une reproduction quelques mois plus tard. Pour ça, n'oubliez pas, attention
à croisement génétique, idéalement vous achetez un autre mâle ou vous croisez les lots. Et c'est comme ça que vous allez obtenir votre propre lignée. Et là, c'est le top du top, puisque vous vous trouvez avec un oiseau qui pousse bien, qui se trouve dans votre environnement, hein, parce que bien sûr, un oiseau qui pousse très bien chez moi pourrait pousser très mal chez vous. Ça dépend de la condition d'élevage, ça dépend de plein de choses qu'on ne se rend même pas compte. Et c'est vrai que si vous avez une souche qui est adaptée à chez vous, vous allez avoir des performances bien supérieures. Donc je vous rappelle encore une fois que je vais publier très rapidement une prochaine vidéo sur l'abattage exactement, hein, avec les images non floutées, etc. On va expliquer au détail ce que je fais moi, pour vous permettre vous d'avoir des pistes. Je vous invite à vous abonner si vous voulez pas manquer cette vidéo, et on se voit pour la prochaine.